Bonjour, ça y est, vous êtes prêts, vous avez décidé de passer le concours de chef d'établissement et je tiens à vous féliciter puisque l'École de la République a besoin de renouveler ses cadres. Alors, j'aimerais ici vous donner quelques conseils sous forme de pièges à éviter. Alors j'en ai repéré 10, sans doute y en a-t-il plus, mais on va commencer par ces 10. Déjà, ce sera pas mal. Alors, premier conseil, c'est surtout de ne pas démarrer sa formation trop tard, même si vous êtes inscrit à une formation académique et que les cours vont commencer en septembre. L'accompagnement des collègues va commencer en septembre. Débutez dès le mois d'août et puis faites surtout votre rapport d'activité, votre lettre de motivation et puis votre CV, faites-le en août, en tout cas un premier jet. Alors pourquoi le faire? Tout simplement parce que en faisant ce travail-là, vous allez faire en quelque sorte un petit bilan de connaissances et de compétences en comparant vos acquis, vos connaissances, vos compétences à celles qui sont explicitées dans le référentiel du métier de chef d'établissement de 2001. Donc ça, c'est pas mal de le faire, comme ça permet de voir aussi tout ce qu'il va falloir faire pendant cette année de préparation au concours. Deuxième conseil, c'est de planifier scrupuleusement votre travail. Alors bien entendu, si vous êtes inscrit à une préparation, qu'il s'agisse du CNED, des formations académiques ou si vous passez par Educadre, vous allez avoir un timing, un calendrier, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les meilleurs candidats, ce sont des gens très motivés qui sont allés souvent au-delà de leur préparation. C'est-à-dire qui ont pris les choses en main, qui n'ont pas été dans une attitude de consommateur, mais plutôt de gens qui allaient devant les connaissances, les compétences à acquérir et qui, de ce point de vue-là, avaient déjà une attitude d'un cadre autonome que vous devez devenir. Donc vraiment, prenez les choses en main et n'hésitez pas à vous former par vous-même. Aussi, notamment à travers des lectures, à travers des recherches, à travers un travail d'écriture. Ça, c'était la deuxième erreur à éviter, ne pas planifier son travail. Troisième erreur à éviter, c'est de ne pas tout donner. C'est effectivement quand on regarde les témoignages, par exemple de Vanessa Avéré sur concours personnel de direction.fr ou de Marie Perpère dans les cahiers pédagogiques, on s'aperçoit que les collègues se sont fixés à une barre très élevée. Et c'est aussi parce qu'elles avaient été très ambitieuses dans leur préparation et très engagées dans leur préparation qu'elles ont réussi à figurer parmi les lauréats. Le concours, je le rappelle, est très difficile. À la session de 2021, il y a eu 18% de reçus. Autrement dit, statistiquement, vous avez malheureusement 8 chances sur 10 de ne pas avoir le concours. Donc ça, il faut que ce petit chiffre résonne bien dans votre tête et se dire, bon, 8 chances sur 10 de ne pas l'avoir. Autrement dit, si je ne mets pas tout en œuvre, voilà, je risque d'être malheureusement parmi les déçus. Donc il faut vraiment que je me donne cette année à fond pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Quatrième erreur à ne pas faire, c'est de se dire, bon, j'ai une expérience à peu près solide de l'école depuis plusieurs années, j'ai été enseignant, conseiller principal d'éducation, professeur des écoles, directeur de l'école primaire, en travaillant un petit peu, ça va passer, et puis bon, j'ai quelques compétences orales, ça suffira. Eh bien non, ça ne suffira pas parce que même si l'oral a une dimension d'entretien d'embauche incontestable, et j'y reviendrai, vous allez être interrogé, et les candidats en témoignent chaque année, sur des connaissances de type académique, les grands chiffres de l'école, la connaissance du système éducatif, le budget de l'établissement, les règles de fonctionnement, les instances, les acteurs de l'école. En tout cas, on va vous pilonner de questions pour bien voir si votre connaissance de l'école est suffisamment solide. On ne peut pas se permettre de faire réussir en quelque sorte un des candidats qui aurait pris un petit peu à la légère ce concours et qui n'aurait pas déjà acquis une solide culture. Donc attention à ça, il va falloir lire, beaucoup travailler sur les articles, les circulaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas suivre les conseils qu'on vous donne. Alors, il s'agisse bien sûr des conseils de vos formateurs, de ceux que moi je peux prodiguer sur le site concours-personnalisation.fr, mais surtout des conseils qui figurent noir sur blanc sur le rapport du jury. Chaque année, on reprend toujours les mêmes conseils. D'ailleurs, on s'étonne que certains candidats ne mettent pas en œuvre ces conseils.
par exemple, bien faire des entretiens avec des chefs d'établissement différents, de différentes structures, interviewer un principal de collège, interviewer un proviseur de lycée général technologique, avoir un entretien avec un collègue qui dirige un lycée professionnel. On peut toujours être surpris que ces 3 entretiens, par exemple, n'ont pas été faits par les candidats. C'est quand même très surprenant. Donc, suivez les conseils scrupuleusement des membres du jury. Autre conseil qu'on vous donne, par exemple, c'est d'enquêter sur son établissement, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue que le chef d'établissement doit être le premier expert de son établissement. Il doit savoir en parler un peu plus que 2 mots sur la valeur ajoutée de l'établissement, les effectifs d'élèves, l'offre de formation. Il faut pouvoir en dire un petit peu plus et ça suppose un travail d'enquête. Et vous trouverez d'ailleurs dans mon ouvrage, mais aussi sur Internet tout simplement, des questionnaires qui vous permettront justement d'approfondir vos connaissances, votre connaissance de l'établissement scolaire. Donc ça, c'était le 5e piège, ne pas suivre les recommandations que chaque année les formateurs font. 6e erreur à ne pas faire, c'est croire que le concours n'est qu'un concours académique et perdre de vue que le jury à l'oral va essayer de détecter si vous avez des capacités de leadership, c'est-à-dire si vous avez été capable dans votre parcours de mener des projets, de les évaluer, d'avoir un effet d'entraînement sur les équipes, d'avoir aussi peut-être certaines habiletés en gestion de budget, en communication, voire de la créativité. Ça c'est important aussi. Aujourd'hui, on sait le rôle de l'innovation pédagogique dans la réussite des élèves. Donc il faut que vous vous interrogiez sur ces compétences-là avant de passer le concours. Est-ce que vous les avez vraiment? Et en tout cas, si vous ne les avez pas, commencez par les renforcer. Puis peut-être faites une préparation sur 2 ans, renforcez votre leadership pédagogique et puis l'année prochaine, passez le concours. Ça peut être aussi un point de vue. D'ailleurs, je sais que l'Académie de Lille propose un parcours en 2 ans et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. 7e erreur à éviter, c'est de ne pas prendre de responsabilité dans son établissement. Effectivement, si vous êtes enseignant, vous arrivez devant le jury, alors on vous dit alors cette année, comment avez-vous préparé le concours? J'ai lu des livres, je me suis inscrit à la préparation du CNED, bon, tout ça c'est très bien, mais pratiquement, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, si vous n'avez pas participé aux instances, au minimum, au conseil de la vie lycéenne, au comité d'éducation et de la citoyenneté, alors, pour l'administration c'est encore mieux parce que c'est là que les décisions se prennent vraiment. Voilà, si vous avez simplement participé au conseil pédagogique, bon, on ne peut pas dire que ce soit un investissement particulièrement important, c'est l'investissement de tout collègues sur une année habituelle. Donc prenez des responsabilités, que ce soit ou porter des projets dans l'établissement, ce sera très important, et en tout cas un indicateur de motivation que va retenir favorablement le jury. 8e erreur à éviter, c'est de ne pas mettre l'accent dans votre préparation sur la communication écrite et orale. Un chef d'établissement prend très souvent la parole. Prend la parole à la rentrée, bien sûr, devant l'Assemblée générale des personnels, devant les parents d'élèves, devant les élèves pour se présenter ou indiquer les grandes lignes de l'année. Il prend la parole devant les élus, il prend la parole devant ses collègues. Enfin, un chef d'établissement doit savoir parler en public, ça c'est vraiment un point fort qu'il faut cultiver. Il doit savoir aussi écrire. Alors, les écrits du chef d'établissement, quand on n'est pas chef d'établissement, on ne se rend pas compte que le chef d'établissement passe son temps à écrire. Beaucoup écrire, alors pas simplement pour rédiger des projets d'établissement, des synthèses du conseil d'administration, du conseil pédagogique, mais également des mails, des courriers à sa hiérarchie, des courriers aux enseignants, des communiqués de presse, des offres d'emploi. Enfin, j'ai recensé dans un ouvrage que vous trouverez facilement sur internet qui s'appelle Les écrits du chef d'établissement en collège, toutes les fonctions de l'écrit. J'en ai identifié 11, je ne peux pas détailler ici, mais c'est vraiment important d'avoir une bonne idée de tout ce que doivent écrire les chefs d'établissement. Je pense par exemple à un discours. Un discours, ça s'écrit, surtout si le discours c'est un moment important, que ce soit à la rentrée ou que ce soit par exemple pour un pot de départ. Il faut toujours soigner le départ des collègues, et les collègues sont très sensibles à avoir un mot un peu travaillé du chef d'établissement et pas simplement de phrases de remerciement au nom de la République et au nom de l'école. Je pense aussi par exemple aussi au discours, quand on remet les diplômes aux élèves, c'est bien aussi d'avoir
réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait dire à ce moment-là aux élèves et de le faire de façon un petit peu, voilà, un peu riche, un peu travaillée. C'est aussi une forme de reconnaissance envers les élèves et les familles qui sont présentes. Huitième conseil, c'était donc ne pas oublier cette dimension communication forte. Neuvième conseil, en tout cas neuvième erreur à ne pas éviter, c'est de se contenter de faire de la veille sur Twitter. Alors ça c'est très bien Twitter, je reviendrai tout à l'heure, mais il faut aussi donc vous abonner au compte du ministre, des secrétaires d'État, recteurs, inspecteurs généraux, chefs d'établissement, etc. bien entendu. Mais il faut aussi aller à la source, c'est-à-dire aller directement sur le site du ministère, fréquenter les USCOL, vous inscrire au bulletin officiel de l'éducation nationale, ne pas oublier de parcourir l'excellent film proposé, des personnes de direction proposé par l'IH2EF, l'Institut des hautes études de l'éducation et de l'information, qui va justement assurer votre formation une fois que vous serez lauréat du concours, qui propose des fiches vraiment très, très bien mises à jour et très complètes. D'ailleurs, je vous invite à lire la fiche sur la communication qui est très bien faite. Donc voilà, il faut vraiment aller à la source, il faudra mettre aussi le nez dans les publications de la division de l'évaluation de la prospective et de la performance, dans les rapports de l'inspection générale. Il faut aller à la source, il faut lire les circulaires, il faut lire les textes de loi, il ne faut pas simplement se contenter de tweeter, retweeter sur Internet. Tout ça c'est très bien Internet, mais ça ne suffit pas. Alors justement, s'agissant de Twitter, outre une veille superficielle qu'on peut faire grâce à Twitter, ou voir ce qui se passe dans un établissement un peu innovant, ça c'est intéressant. On peut avoir un très bon usage. Par exemple, Twitter, ça vous permet d'être en relation avec des chefs d'établissement et par exemple de pouvoir négocier des entretiens, alors en visio, au téléphone avec des chefs d'établissement. Certains candidats l'ont fait avec beaucoup de succès. Parfois, certains ont réussi à avoir une dizaine, une quinzaine d'entretiens. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je dirais si vous faites déjà 3 entretiens, ce sera bien. Si vous en faites 5, ce sera déjà formidable. Enfin, ce qu'on attend de vous, ce sera la 10e erreur à ne pas faire, c'est-à-dire ne pas suivre suffisamment bien l'actualité de l'école. Alors pour évidemment éviter cette erreur, vous pouvez faire des choses simples. Moi le conseil que je vous donne, c'est de vous abonner au monde.fr, ça vous coûte 10 € par mois, mais là vous aurez un bon suivi de l'école, de suivre bien sûr régulièrement le site du ministère, de faire un petit saut sur le café pédagogique, même si on sait que sur le café pédagogique, on a une information qui est très orientée sur le plan politique. Vous pouvez faire un saut aussi sur le site de Vounouil. En tout cas, il faut vraiment faire cet effort de suivre de près l'actualité de l'école. C'est notamment des questions qu'on vous pose très régulièrement au moment de l'oral. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des 10 erreurs à éviter. Je vais les récapituler. Donc, débuter sa formation trop tardivement, ne pas planifier son travail, ne pas tout donner, ne pas comprendre que le concours a une dimension académique forte, ne pas suivre les conseils du jury, ne pas comprendre aussi qu'on cherche des leaders dans le domaine pédagogique, ne pas prendre de responsabilité dans son établissement, oublier que le chef d'établissement doit d'abord être un bon communicant, se noyer dans une veille superficielle sur Twitter, et puis ne pas faire un suivi suffisamment bon et efficace de l'actualité de l'école. Voilà, il y aurait sans doute d'autres conseils à vous donner, mais c'est ce que je vais essayer de faire justement toute l'année sur mon site Concours personnel de direction ou parfois par le biais de ces petites vidéos. A très bientôt, c'était Jean-Marc Robin pour concours personnel de direction.fr.